Bon, c'est le moment de la conclusion donc, de ces 2 jours de salon. À l'origine, Saliane voulait conclure sur un sujet important pour elle, c'est de dire tout le mal qu'elle pense du Brexit. Et puis finalement, on s'est dit on va se recentrer sur le sujet, donc la formation. On a essayé de définir une question simple. Et finalement, ça tombe bien comme ça. Qu'a-t-on appris? Qu'ont-ils appris? Là, ils discutent entre eux, ils nous écoutent même pas. Qu'a-t-on appris sur les 2 jours qui viennent de s'écouler? Et puis pourquoi pas, qu'a-t-on appris sur les 2 années qui viennent de s'écouler? Elles ont été assez importantes et impactantes avec le Covid. Et puis on va se risquer une 3e question. Que sera demain? Ou quelque chose comme ça. Hein? Bon, Sally, Anne, s'il te plaît. Venez prendre place. Sally, Yann Lescura, Son Lee, François, reviens. François, reviens. Est-ce qu'on a tout le monde? Pardon, Yann Lescura. Et Son Lee, il est où? Ok, toi tu restes là? Oui, ok. Toi tu vas là. Parce qu'il faut qu'eux ils parlent. Ok. Bon, on a une belle brochette d'intervenants pour terminer ces 2 jours. Ok, 2 questions donc. Qu'avons-nous appris? Qu'avez-vous appris sur ces 2 jours? Saliane, on commence par toi. Le salon est grand. Enfin, j'étais pas venu depuis fort longtemps. Il s'est étendu. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de stands. Ouais. C'est un succès, non? On a fait 10 000 entrées. Donc, c'est le plus grand qu'on a jamais fait. 8 000 pour Learning Technologies et 2 000 pour HR Tech. Ce que moi j'ai appris, c'est que si on veut bien faire quelque chose, ce n'est pas une grève des transports qui nous arrête. C'est ça que j'ai appris. Parce que la veille, j'ai commencé à avoir des messages des personnes qui me disaient, surtout les intervenants, et des panélistes. C'est possible que mon TGV soit annulé, je ne sais pas si j'arriverai à temps et tout. Pour finir, la grève n'a jamais dérangé personne. Mais par contre, ce matin à 6 heures, je reçois un message de Cyril Bedel, le PDG de Edunao, qui remplaçait une personne que j'allais faire venir de Polynésie française. Et la personne de la Polynésie française était bloquée par le ministère de l'Éducation qui n'a pas autorisé son vol. Et parce qu'il faut 2 jours pour venir de Papeete, j'étais certain, même s'il prenait le 2e vol, il n'allait pas être à temps. Donc j'ai dit, Cyril, tu peux le remplacer, je veux toute une présentation, comment former dans la frugalité. Parce que Papeete et Auvergne, c'est pareil, hein? Il y a toute petite bande passante. Et Cyril, il m'appelle 6 heures ce matin, Sally, je suis désolée, je ne peux pas venir. On a eu un bébé pendant la nuit. Donc, voilà, j'ai appris que la vie est pleine de surprises, mais les grèves, ce n'est pas un problème. Ok, qui prend la relève sur cette question? Donc, qu'avez-vous appris sur ces 2 derniers jours? Ou le sentiment d'avoir appris quelque chose? Yann, François? Ouais. Tu vas? Vas-y. Que peut-on apprendre sur 2 jours? Plein de choses. En déambulant dans les travées du salon, hein, et des 2 parties, hein, Learning Tech, HR Tech,
il y a des choses qui, moi, m'ont quand même frappé. Tout d'abord, la vivacité de l'offre. Une offre très vivace en matière de digital learning, de toutes ces technologies qui se développent autour des processus d'apprentissage, de reconnaissance des compétences, et une volonté aussi que d'essayer de mettre tout ça en cohérence. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, je fais certainement partie des plus vieux ici, donc j'étais pas avec mon déambulateur, hein, vous inquiétez pas, mais j'en suis pas loin. Et quand j'ai commencé à travailler dans le monde des ressources humaines, la fonction formation était une fonction, somme toute, assez verticale, où d'une certaine façon, on prenait un projet de A à Z. Voilà, c'est-à-dire que on travaillait à l'identification, je travaillais à l'identification du besoin. Je regardais auprès des collaborateurs si il y avait véritablement un marché. Je faisais l'ingénierie pédagogique. Je m'occupais pas trop de l'évaluation parce que ça, on n'en parlait pas trop à l'époque. Et on trouvait un formateur, ou alors je le faisais moi-même. Puis après, on regardait avec éventuellement, j'ai dit bien éventuellement, les managers si ça avait eu un impact sur le travail. Une vision assez en silo, si vous me permettez. Ce que l'on constate avec des salons tels que celui-ci, et là c'est vraiment flagrant, c'est une espèce de, je ne vais pas dire d'atomisation, mais d'augmentation et d'avoir une très forte granularité. Aujourd'hui, nous avons des solutions pour chaque étape de la vie d'un projet de formation. Des solutions qui sont optimisées, qui apportent des logiques qui parfois leur sont propres et pour lesquelles eh bien, notre rôle n'est plus de concevoir un gigantesque silo, mais d'être en capacité d'assembler tout un ensemble de situations et de solutions. Ce qu'on voit au travers de tout ça, c'est que d'une certaine façon, notre métier, je vais dire parfois d'enseignant, je le suis encore en partie, mais aussi de responsable formation, de DRH, et de trouver les meilleures applications, les meilleures solutions, de les mettre en interopérabilité, désolé de ce terme un peu barbare et qui ressemble plus à de l'informatique qu'à des ressources humaines, et d'une certaine façon de travailler véritablement à l'efficacité globale d'un système, à l'efficacité et à l'efficience. Et c'est aussi un petit peu, et je ne voudrais pas revenir sur ce que nous expliquait tout à l'heure Alexis, c'est que parfois aussi on voit que quand on a un train qui avance comme ça, hein, où tous les wagons sont attachés les uns derrière les autres, ce qui est important, c'est de savoir monter dans le train et de faire monter les gens. Et c'est un petit peu ce qui nous a, au départ, convaincus de la nécessité que de travailler à cette logique d'expérience collaborateur et de faciliter l'accès à. Et en fait, ce que je vous dis là, ce sont des choses que nous voyons dans les entreprises, que nous voyons dans les différents, je dirais, échanges que nous pouvons avoir. Et ici, on a la concrétisation, on a tous les wagons qui sont présents pour qu'on puisse construire un train qui, lui, n'est pas en grève et arrive à l'heure. D'accord. Merci François. Yann, ces 2 jours, quel bilan ? Alors ces 2 jours, bien sûr, moi, ce que j'ai noté, c'était l'ampleur de l'événement, bien entendu. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu l'aboutissement de tous les investissements qu'il y a pu y avoir dans les EdTech ces dernières années. Et on sait qu'en France, ça a beaucoup chauffé. Hein. Il y a eu beaucoup d'investissements en 2020, 2021, 2022. On ne sait pas ce que ça va devenir à partir de maintenant, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer dans tous les secteurs. Mais en tout cas, ces dernières années, il y a eu beaucoup de moyens. Et ce qui explique qu'on arrive à un salon comme ça avec 10 000 participants et puis une surface en mètres carrés qui est celle qu'elle est aujourd'hui. Et pour revenir sur les participants, les 10 000 participants, moi, en tant qu'exposant, j'ai vu
une certaine évolution par rapport à ce qui existait il y a 5 ans, il y a 10 ans, donc pas juste l'an dernier, où on avait finalement beaucoup d'interlocuteurs grands comptes qui étaient présents, parce que la formation digitale, c'était une activité de grands comptes. Et aujourd'hui, on se rend compte que les grands comptes, ils sont toujours là, mais ils deviennent minoritaires. Et la formation digitale, c'est vraiment démocratisé. Et on a tout type de comptes et beaucoup de tout petits qui viennent nous voir, qui sont là aujourd'hui et qui font de la formation digitale, qui ne sont pas juste là pour venir voir, quoi. Merci. Alors, en fait, je suis vraiment très d'accord avec ce que vous voulez dire. Et moi, mon constat, c'est par rapport aussi à ce que vous disiez, c'est que effectivement, ça démarre un peu de ce foisonnement absolument incroyable tous les ans, à chaque fois de nouvelles solutions. Et en même temps, on voit pas mal de nouveaux aussi. Quand on va dans le Village EdTech France, par exemple, il y a toujours beaucoup de nouveaux. Et en même temps, moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le degré auquel les acteurs restent quand même les mêmes depuis un certain nombre d'années. Et j'en parle en toute, voilà, parce que nous on essaie de les affronter, donc voilà. Mais c'est étonnant. Et donc si je m'interroge juste en fait par rapport à aussi ce que ça veut dire sur le marché, c'est que je pense que il y a encore ce paradoxe quand même que je ressens entre d'un côté un foisonnement dingue de réflexions qui vont assez loin sur la question de l'apprentissage, de la pédagogie, de la EdTech, de tout ce qu'on peut faire, toutes les modalités dont vous avez parlé. Effectivement, on a l'impression d'avoir des offres pour la moindre chose un peu nouvelle qu'on voudrait faire. On a des technologies qui vont nous le proposer aujourd'hui. Et en même temps, de l'autre côté, c'est les gros qui répondent à tous les besoins de base, qui continuent à être là et à tenir et à prendre en fait l'essentiel du marché et de la place. Parce qu'en fait, et c'est là où un peu où je vais mettre un petit peu ma crainte parfois, c'est ce sentiment que c'est presque trop parfois, j'ai l'impression, par rapport à ce que les clients sont prêts à absorber en fait en termes de temps et de capacité aussi de bande passante à innover, quoi. Moi, j'ai eu plein de clients qui sont venus me voir en me disant, je sais pas vous, ce que vous avez vu, mais qui nous disent. Mais juste, il y en a trop, quoi. Enfin, on n'a pas le temps. Enfin, à un moment, il faut qu'on fasse notre métier. On est sollicité tout le temps. Il y a un nombre d'innovations. Le temps que j'en expérimente une, il y en a 5 qui sont apparues. Et du coup, comment je procède, moi, pour réussir à avancer aussi en même temps? Et ça, je pense qu'il y a une problème, enfin, il y a un enjeu, il y a une question. Et autant quand même, les gros, malgré tout, même si eux-mêmes sont noyés, ont le temps quand même d'innover parce qu'ils sont gros, donc ils ont des personnes qui sont dédiées à l'innovation. Autant justement l'apparition des plus petits dont vous parliez maintenant et qui fait qu'il n'y a plus que des grands comptes, et il y a aussi plein de petits acteurs, et nous on le sent bien, fait que pour eux, c'est compliqué en fait d'avoir plein de solutions. Parce que autant quand vous êtes gros, vous pouvez vous permettre de travailler avec 10 prestats différents. Mais quand vous êtes petit, vous ne pouvez pas. Enfin, vous ne pouvez pas déjà juste installer une plateforme et puis faire ce qu'il faut pour que ça marche et que les gens l'utilisent et faire en sorte que ça fonctionne. C'est très compliqué en fait quand vous êtes petit. Donc je pense qu'il y a une sorte de... On sent qu'on a besoin de cette atomisation, de cette fragmentation parce qu'elle pousse une innovation qui est d'une qualité incroyable, je trouve. Et en même temps, des fois, c'est cette impression que ça va presque trop vite par rapport aux capacités, j'ai envie de dire presque juste humaines et pragmatiques, opérationnelles de nos organisations, à s'emparer en fait en termes de temps de ces innovations pour réussir à avancer. Et que ce décalage, il crée des difficultés. Hein. Il fait qu'on a beaucoup, malheureusement, on a de la chance, on s'en sort bien, mais moi je vois beaucoup de mes camarades start-upers qui lancent des projets que je trouve absolument formidables et qui n'arrivent pas à trouver de clients parce que juste les clients n'ont pas le temps de travailler avec eux. Et donc ça crée des dégâts qui sont même humains, etc. Et parfois, moi, pour tout vous dire, j'en veux même presque parfois un peu au degré de financement qu'on a public, par exemple, avec des énormes subventions qui vont venir subventionner en fait de l'innovation et notamment des startups qui ne sont pas en fait du chiffre d'affaires, auquel en fait, il y a beaucoup de startups qui sont perfusées en fait à la subvention publique. Le problème, c'est que quand il s'agit de convertir ça en clients, c'est très dur. C'est très dur, c'est très compliqué, et ça crée une sorte d'illusion en fait qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde alors qu'il n'y a pas. Donc moi j'ai toujours ce sentiment un peu partagé sur ce marché où à la fois je trouve ça formidable et on en profite et nous aussi et en même temps comment on va faire pour régler ce paradoxe, quoi? Oui, je me rejoins à toi. J'adore ce constat. Et au début, quand j'étais dans ce métier, j'ai aussi remarqué que si la seule chose que tu as dans la main, c'est un marteau, tout commence à ressembler à un clou. C'est un peu ce phénomène-là, tu vois. On a investi en tellement de technologies, on veut absolument le déployer et on va chercher des problèmes qui n'existent pas parce qu'on a la solution.
Voilà, je me rejoins à toi, oui. Armin Hopp, you're a strategist. Yeah. Are you very busy? And Geoffroy, Geoffroy a commencé cet événement avec une casquette, il a changé de casquette, il a une autre casquette maintenant. Mais en tant qu'indépendant, expert de l'industrie et vétéran, qu'est-ce que toi tu as appris? Alors, déjà, ce que j'ai bien aimé dans ce salon, c'est que les turbulences des 3 dernières années sont manifestement, en tout cas, derrière nous. On n'est pas à l'abri d'autres turbulences, bien sûr, mais enfin, en tout cas, la taille de ce salon, le fait d'être passé à 10 000 personnes est quand même extrêmement impressionnant. J'ai des souvenirs de versions antérieures de ce salon, il y avait 2500 personnes, donc c'est quand même une autre dimension. L'autre point, c'est le fait qu'avec toutes les innovations qu'on peut voir ici, il y a quand même un retour de l'humain. Et ça me semble quand même très important. Donc, comment on allie la technologie à l'humain, puisqu'il s'agit quand même de développer des personnes. On n'est pas là pour développer de la technologie, mais des personnes. Et je pense que ça, c'est un point essentiel que les éditeurs ont peut-être commencé à prendre en compte. Merci. Une autre intervention? Quelqu'un du marketing dit... Where's that marketing boy? Si je peux me permettre, pendant que tu trouves quelqu'un à torturer, Saliane, en rebondissant sur ta remarque, et la tienne également, hein, je pense qu'on a quelque chose à retirer de tout ça. C'est le fait que, d'une certaine façon, la fonction et les fonctions qui tournent autour du digital learning sont bien plus qu'une simple évolution du poste de responsable formation. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, surtout quand on regarde les éléments avec ce foisonnement, cette nécessité de faire le tri, etc., on voit que, d'une certaine façon, les entreprises ont intérêt et quasiment maintenant une obligation à se définir véritablement une stratégie concernant l'utilisation du digital learning. Le poste n'est pas un poste... le poste de digital learning dans les entreprises, ce n'est pas un poste pour gérer la chose. C'est un poste qui a une dimension excessivement stratégique. Parce que c'est au travers de cette stratégie qu'on définit une tactique, un mode opératoire et qu'après on va vers les outils. Le point, il est là. C'est d'une certaine façon, qu'est-ce que je veux développer, déployer dans mon entreprise, en quoi l'acquisition de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs est absolument essentielle. Et d'une certaine façon, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire que la technologie suivra, mais la technologie, on le voit bien ici. Il y a tout ce qu'il vous faut sous la main pour le faire. Sauf que si on n'a pas élaboré la bonne stratégie, si on n'a pas réfléchi véritablement en amont, eh bien, on risque de tomber dans des effets gadgets. Ah, ça c'est chouette, je le prends. Et c'est parfois ça contre lequel il faut lutter, contre lequel aussi les éditeurs de solutions doivent lutter. Parce que d'une certaine façon, là je dis, il faut que la fonction responsable formation évolue, grandisse, mais qui va la faire grandir? Elle va grandir aussi avec l'ensemble de l'écosystème. Oh, mais quelle transition, François, merci, superbe. Honnêtement, qu'est-ce que le marché, qu'est-ce que vos entreprises doivent à une tendance naturelle de vos marchés? Qu'est-ce qu'elles doivent au Covid et aux 2 ans qui viennent de s'écouler? Est-ce que fondamentalement, vous êtes sur le même trend qu'il y a 3 ans, ou il s'est passé quelque chose? Et les contraintes ont dû être gérées, et les appétits sont différents, et les pratiques sont différentes, et le recours aux outils sont différents, etc., etc. Oui, moi depuis l'année 2000, j'ai évangélisé sur la formation digitale dans l'entreprise. Avant la pandémie, on était à 10% des entreprises en France qui l'utilisaient et 90% qui ne faisaient pas. En 20 mois, j'ai fait 20 ans. La pandémie a fait 20 mois. En 20 mois, ça a inversé complètement ce chiffre. Voilà. Ça c'est mon premier constat. Deuxième constat, l'autre jour, j'étais allée visiter une entreprise à Genève qui s'appelle Six Sigma, qui font la formation de postes de travail dans les usines pour l'amélioration de la performance dans l'usine.
Avant la pandémie, ils faisaient tout en présentiel. Après la pandémie, dans la pandémie, ils ont appris, formé Six Sigma aux techniciens de haute précision dans l'ingénierie suisse à distance. En octobre, je les ai rencontrés et ils m'ont dit jamais on revient en arrière. No going back. Ni le client, ni l'apprenant et ni le fournisseur voulaient quitter le modèle de distanciel. Ils ne font même pas hybride. No going back. Voilà, ça c'est ma réponse. Moi j'aurais plusieurs réponses en fait. Je crois qu'il y a des sous-marchés dans la formation digitale et qu'ils n'ont pas tous été impactés pareil. D'une façon générale, voilà, il y a eu toutes les transformations que tu indiques, mais dans les sous-marchés, il y a des choses à nuancer. Les sous-marchés, ouais. Par exemple, je donne un exemple, le marché de la classe virtuelle, qui était vraiment un sous-marché de la formation digitale. Lui a beaucoup souffert de la pandémie parce que tout le monde s'est mis à faire du distanciel et de la visio. Toutes les DSI ont imposé Teams ou des solutions type Zoom. Et donc, sont venus remplacer ce marché où il y avait des outils vraiment magnifiques qui faisaient plein de choses pédagogiquement supérieures à ce qu'on peut faire avec Teams. Et aujourd'hui, tout le monde dit, bon, bah, j'ai Teams, c'est gratuit, tant pis pour vos solutions, quoi. Voilà. Donc eux, ils ont beaucoup souffert. Il y a d'autres marchés qui se sont accélérés. Je pense au marché du contenu sur étagère, qui est en train de vivre une transformation qui est la transformation qu'a vécue la musique il y a quelques années, avec Deezer, Spotify, et où aujourd'hui, tout le monde essaie de prendre cette place de plateforme dans laquelle on pourra retrouver tous les contenus sur étagère qui existent, avec la difficulté qui va de pair pour les fabricants, les éditeurs de contenus sur étagère, qui ont une difficulté, c'est que tout seuls, ils n'ont pas de visibilité, mais quand ils vendent, ils ont de la marge. Et quand ils rentrent dans ces plateformes-là, dans ces gros catalogues, ils passent du jour au lendemain avec une très grosse visibilité, mais ils ont presque plus de marge. Voilà. Donc il y a cette transformation-là qui a été accélérée par la pandémie. Et puis, pour finir, je pense qu'il y a une petite anecdote qui m'a marqué il y a quelques semaines. C'est quand j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde de football. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est dans un monde aujourd'hui où, au match de finale, il y avait des gens, des sociétés de learning qui se sont payées la pub en bas du terrain. Voilà, donc il y a une société indienne qui n'est pas connue ici, qui s'est payée la pub la plus chère du monde en bas du terrain pendant la finale d'une Coupe du Monde. Et on est dans ce monde maintenant. Alors qu'avant, le learning, c'était vraiment un marché de niche. Oui, nous, en fait, on a ressenti quand même une grande... il y a vraiment quelque chose qui a changé. Alors après, c'est pas mal lié, en fait, à la spécificité de ce qu'on fait. Hein. On est, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une solution, on est une plateforme learning dont la particularité est de proposer une assistance pédagogique intégrée. Donc, en fait, notre valeur, c'est d'essayer et notre combat depuis des années, depuis qu'on s'est créé, c'est d'essayer de pousser, en fait, d'aider, en fait, nos utilisateurs et nos clients à structurer leur ingénierie pédagogique en réfléchissant à la manière dont l'apprenant va s'approprier le contenu du point de vue cognitif, on est des expériences cognitives à la base, et donc de digitaliser leur contenu avec cette réflexion-là, et notre techno essaie de les aider à le faire. Le problème de ça, c'est que ça demande une certaine maturité, en fait, de raisonner déjà comme ça, et que la première chose qu'a créé le Covid, c'est une maturation quand même. Le marché a gagné une maturité en 2 ans que je trouve hallucinante. C'est-à-dire vraiment pendant plusieurs années auparavant, j'entendais des gens, je les voyais revenir et on discutait avec eux. Je trouvais que ça a évolué, mais je trouvais assez lentement. Et après le Covid, il y a eu une prise de conscience de beaucoup de sujets. Et alors, ce qui est intéressant, c'était que nous, la première année, par exemple, ça n'a pas eu d'effet positif sur nous. Parce qu'en fait, la première année, au moment où il y a eu l'urgence du Covid, ça a été la panique. Et donc, ça a été justement la période de la digitalisation barbare, si je peux me permettre. Donc, en gros, il fallait faire très vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on fait la même formation qu'on fait, mais on va les faire en classe virtuelle parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Bref, c'était le temps, quoi. Sauf que du coup, comme le disait Saliane, en fait, les gens ne reviennent pas en arrière.
en fait. Et ça, c'est une réalité qu'on voit chez beaucoup et qui veulent que ça continue. Et ce dont ils se rendent tous compte, après seulement cette première vague dans laquelle nous, en revanche, cette période, tout le monde nous disait « Ah bah c'est bon, ça doit être votre période, maintenant la formation digitale ». Pas du tout. Au moment où nous demandait tout un travail de réflexion pédagogique pour digitaliser avec une réflexion, personne n'avait le temps de le faire. Mais en revanche, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde, en gros, beaucoup de monde ont pris conscience du problème. C'est-à-dire beaucoup de gens se sont dit « Non mais en fait, dès lors qu'on commence à digitaliser des formations, si on ne se met pas à réfléchir à l'ingénierie pédagogique, à la manière dont on structure ça, c'est une horreur. Enfin, déjà qu'en présentiel, en fait, c'est affreux, mais on peut plus masquer les choses, parce que de toute façon, vous avez la feuille de présence à la fin, les gens ont signé, ils étaient là, même s'ils n'ont rien écouté de la formation, à la limite, je suis un peu provoque, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est vrai que ça passe. La formation en ligne, vous ne pouvez pas vous cacher. Je veux dire, si c'est chiant, les gens, ils décrochent. Point. Et donc, vous ne pouvez pas. Donc, en fait, la formation en ligne, elle a cette qualité qu'elle vous force, en fait, à faire ce travail qu'on aurait dû faire depuis très longtemps aussi, je pense, d'ingénierie pédagogique dans la formation en présentiel. Et donc ça, il y a eu cette prise de conscience, mais à rebours, en fait. Dans un second temps, tout le monde nous a dit, en fait, maintenant est venu le temps de la transformation pédagogique, et donc on se pose ces questions-là, et donc c'est maintenant qu'on voit beaucoup plus de clients qui, effectivement, vont venir faire appel à nos services, par exemple. Ok. François, ce sentiment de maturité, il vous semble aujourd'hui optimum, définitivement acquis, ou peut-être encore fragile ? J'aime bien des questions comme ça, c'est un peu du style « Dieu existe-t-il » quoi. Vous avez 4 mais heures. À Dieu existe-t-il, on a déjà la réponse. Non, alors, ce sentiment de maturité me paraît encore, pour moi, fragile. Fragile parce que d'une certaine façon, on voit bien qu'il y a tout un ensemble de techniques et technologies qui arrivent véritablement. Aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes qui utilisent au maximum des éléments, je vais dire, vidéo, communication, mise à disposition d'informations, etc. Et on a certainement à travailler dans les années à venir à une véritable logique d'adaptation et de personnalisation ultime de ces formations. C'est-à-dire que d'une certaine façon, en fonction des personnes qui vont se connecter, les programmes, les produits, les éléments avancés, la pédagogie également, va devoir s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Encore aujourd'hui, on est avec des plateformes qui, certes, ont gagné en maturité, nous proposent tout un ensemble de choses, mais qui, parfois, sont encore un peu monolithiques. Et d'une certaine façon, le prochain enjeu, ça va être de passer de cette logique de masse à une logique de personnalisation avancée. Alors, on pourrait dire, oh, il ne nous a pas encore sorti le terme intelligence artificielle, mais ça ne saurait tarder. Oui, mais aujourd'hui, ça pose tout un ensemble de questions sur les modèles qui sont à l'intérieur, modèles prédictifs, modèles décisionnels, etc. Cette autonomisation, cette individualisation, elle est essentielle. Ça, c'est le premier point pour lequel je dis que nous ne sommes pas encore à maturité. Le deuxième point sur lequel je pense que, d'une certaine façon, on n'est pas encore complètement à maturité, eh bien, c'est parce que, d'une certaine façon, l'interopérabilité des différentes plateformes et des différentes solutions existantes, elle n'est pas encore optimale. Et faire converser tout un ensemble d'outils, tout un ensemble d'acteurs autour du point, et je reprendrai le terme de Geoffroy de L'Étrange, autour du point essentiel de cette chose, c'est-à-dire de l'humain. On n'est pas là pour mettre des briques collées les unes à côté des autres comme un jeu de Lego avec des briques de technologie. On est là pour rendre un service à l'humain et à une organisation. Cette interopérabilité, elle est essentielle pour moi et c'est vraiment le deuxième point sur lequel je pense et j'espère que dans les années à venir, on aura une avancée. Pour compléter 2 minutes ce que tu dis, François, effectivement, je pense aussi que l'adaptation de la formation à l'apprenant, c'est un peu la promesse non tenue, la promesse originelle du e-learning qui n'a jamais été tenue jusqu'à maintenant et qui commence à être tenue. Voilà. Sex, drugs and rock and roll. That's it.
Ah, et quelle transition. Donc 2023, 2024 et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez apparaître des urgences techniques ou de marché ou bon, je ne sais pas. Et au-delà de la blague de souhaiter une nouvelle pandémie qui aurait un effet d'accélérateur comme celle qu'on vient d'avoir, bon, qu'est-ce qui vous semble important de gérer et surtout en plus au niveau des partenariats avec les entreprises? Ouais. Moi j'ai un truc que je prêche depuis très longtemps. C'est que le retour sur investissement de la formation est seulement réalisable quand le travail que la personne fait a changé. Le fait de changer les compétences, en fait, ça ne change rien si la façon de travailler et les résultats du travail ne changent pas. Donc, on a deux dimensions là, le travailleur et le travail. La chose qui me manque et que j'attends, c'est que la dimension du travail, l'activité de transformation, soit dans les dictionnaires de compétences, soit dans les systèmes, et que nous avons plus de visibilité sur le modèle Kirkpatrick, si vous voulez. C'est-à-dire, 6 mois après, une année après, comment est-ce que le travail a changé? Parce que c'est là, et c'est ce moment-là, que le vrai ROI existe. Et depuis toujours, on fait l'acte de foi d'investir dans la formation sans vraiment montrer d'une façon tangible le vrai retour sur investissement. Hier, il y avait Adelson Borges de Carrefour qui explique à peu près ça. Il observait les activités avant, après, avec ou sans formation, et il comparait. Ça, je veux voir plus de ça, mais je veux aussi les systèmes qui sont capables de traiter la notion du travail, et pas seulement les compétences et le travailleur. On est très focalisé sur le travailleur, mais je veux voir aussi l'activité comme une dimension de nos dictionnaires, de nos processus, de nos mesures. Voilà. J'ai fini. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Saliane. Moi, il y a ça 3 ans, j'ai fait un calcul là de ROI sur la formation managériale, mais sur plus de 150 000 collaborateurs. Enfin, c'était très compliqué à monter, mais on y arrive. Et même si pour le moment c'est expérimental, ce sont des choses qu'on va pouvoir faire. Pour moi, il y a malgré tout des points de vigilance à avoir, parce que j'interprète ta question comme ça. Tout d'abord, une vigilance sur, parfois, des problématiques de confiance de la part des collaborateurs, de la part des utilisateurs vis-à-vis des outils. Les logiques de type RGPD, confiance dans les données confiées, etc. C'est un point sur lequel on a à faire extrêmement attention, parce que, d'une certaine façon, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise publicité et d'un blocage de projet, simplement parce que les gens ont perdu confiance dans ce qui est fait de leurs données. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un point essentiel, parce qu'on voit se multiplier, j'ai entendu, tout un ensemble de choses, formation sur étagère. La vraie question, c'est qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est bullshit? Et d'une certaine façon, face à l'explosion du marché, nous avons à faire attention à ce qu'on met dans la tête des gens. Et notre rôle aussi, quand on choisit une solution, quand on choisit un programme, c'est de s'assurer de la validité de ce qui est véhiculé comme information à l'intérieur. Faisons attention à cela. Il y a malheureusement aussi beaucoup de choses sur lesquelles on va retrouver des informations erronées, tronquées, etc. Et il y a de ça quelques années, vous savez, on nous parlait souvent de l'arrivée des sectes dans le monde de la formation professionnelle. Vous inquiétez pas, elles ont trouvé également l'utilisation des technologies. Ça marchait très bien. Moi, je compléterais ce qu'a dit Saliane par le fait que je pense aussi que la question de l'évaluation d'impact, en fait, est la question vraiment qui aurait dû être résolue bien avant d'ailleurs. Mais c'est fou. En fait, on est dans une industrie dans laquelle on déploie des choses pour améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas, de manière générale. Et ça, c'est ce que j'en parlais tout à l'heure à ma conférence. Je trouve que c'est l'un des vices profonds un peu de notre marché, malheureusement. Et c'est ce qui fait que de manière générale, on mesure, on se concentre autant sur l'engagement.
l'engagement et la complétion, parce que c'est plus simple à mesurer. Et donc, en fait, on ne regarde que ça. C'est est-ce que les gens étaient là, est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout. Encore une fois, avec les formations en ligne, au moins, on peut voir s'ils persistent, parce qu'ils ont le choix. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire apprendre. Voilà, on peut être là et on peut suivre et on n'apprend rien et on n'est pas monté en compétences. Donc, je suis d'accord sur la question du ROI, et c'est très vrai pour les entreprises qui forment en interne leurs collaborateurs. La bonne mesure, c'est le ROI. Mais j'ai envie de dire, même avant ça, même la mesure de la montée en compétences, hein, on est mauvais. Hein. Même juste ça, hein. Juste la capacité dans un programme de formation à mesurer à quel point est-ce que les gens ont progressé et sont capables de mobiliser ce qu'ils ont appris. Même ça, moi, l'essentiel de ce que je vois, il n'y a rien. Et en plus, quand on y réfléchit, quand on prend par exemple les organismes de formation, eux, le ROI, il ne peut pas se mesurer par l'impact sur le travail, parce que par définition, l'organisme de formation, le travail, il ne se fait pas chez eux. Donc ils forment et ensuite les gens retournent au travail. Donc eux, à minima, la seule chose qu'ils pourraient faire, c'est la mesure de l'impact. Alors je sais que Calliope a mis ça comme l'une des conditions aujourd'hui, mais quand on voit à quel point est-ce que les gens arrivent à remplir cette exigence, voilà, exactement, parce que tout simplement, comme personne ne sait trop comment faire et que c'est très compliqué de faire quelque chose de bien, il y a une sorte de, je dirais pas, bon, je vais être méchant, je vais pas dire qu'il y a une entente un peu à la, mais d'une certaine manière, bon, Calliope doit bien en valider certains, donc il peut pas refuser tout le monde. Donc quand même, on accepte dans Calliope des formations dans lesquelles il n'y a absolument pas de mesure en réalité d'impact qui soit raisonnable un peu vraiment de la montée en compétences, quoi, tout simplement. Et c'est vrai aussi pour les établissements d'enseignement supérieur. Même chose, il n'y a pas d'impact sur le travail, parce que par définition, ça sera plus tard que ça se fera, mais à minima, on devrait pouvoir voir est-ce que l'établissement a fait progresser les étudiants tel qu'il est censé les avoir fait progresser, et pas juste avoir délivré un diplôme qui a de la valeur parce que j'ai bien sélectionné mes étudiants au départ, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Hein. Je n'irai pas sur les problèmes d'établissement d'enseignement supérieur, parce que globalement, je ne suis pas neutre, ils me payent. Non, plus sérieusement, est-ce que certains d'entre vous sont déjà allés sur la plateforme CPF, vous savez, sur le téléphone? Vous avez vu la grille d'évaluation des formations quand vous avez suivi une formation? Non? 5 questions avec des étoiles. Et très honnêtement, hein, quand vous aviez dans un service de formation un questionnaire où on posait la question de savoir si le formateur était gentil, si le café était chaud, etc., ça va beaucoup plus loin. D'une certaine façon, il faut... on est encore, malheureusement, très souvent, hein, dans une logique de formation qui est plus administrée qu'autre chose, et dans le mauvais sens du terme administratif. Hein. Et là, il va falloir qu'on fasse vraiment bouger les choses, parce que l'évaluation, c'est un point important. C'est comment on a fait bouger les choses. C'est ça qui compte. Voilà. Et Saliane nous a lâchés, mais c'est pas grave. C'est pas, on va finir sans elle. Je crois qu'en plus, ce qui va venir dans les années qui viennent, il va y avoir une dimension technologique, des évolutions technologiques sur ce que vous avez pu soulever, et où on va remplacer un système de formation qui était finalement assez centralisé, avec un LMS, quelques LMS, par un écosystème de formation où il y aura plusieurs LMS, plusieurs prestataires, plusieurs fournisseurs de contenu sur étagère, et qu'il va y avoir ce besoin de calculer le ROI de toutes ces actions, de centraliser la traçabilité sur toutes ces actions de formation, celles qui pourront être consommées à la fois de façon individuelle et à la fois dans le milieu corporate, et que ça va aussi changer, je pense, les technologies des différents systèmes et des différents acteurs. François, 18h arrive. Eh oui. Eh oui. Donc, en bon démocrate, on va laisser quand même la possibilité d'une question à la salle, si quelqu'un veut poser une question. On les a assommés, en fait. Mais non, personne ne veut poser de questions. Ah. Bonjour, merci beaucoup pour ces explications. Abdourahmane Mohamed, je suis directeur qualité QHSE. Pendant le salon, je n'ai jamais entendu du sujet élaboré sur la cybersécurité. Souvent, on voit les formations hackées en plein cours ou en pleine formation, et on n'aborde jamais en fait sur ce sujet-là comment protéger, etc. Au lieu de RGPD que vous parlez, mais le côté technique de protéger les formations.
Il y a des enjeux en matière de cybersécurité derrière. Mais c'est ce que je résumais tout à l'heure, sans vouloir parler simplement de la problématique technique, de la problématique de la confiance. Parce que derrière les problématiques de cybersécurité, c'est vrai qu'on peut hacker tout un ensemble de plateformes. Je connais certaines personnes qui pourraient craquer à peu près n'importe laquelle ici. Il n'y a aucun problème. Moi pas, hein, je rassure. Si jamais ça vous arrive, c'est pas moi. Il y en a une qui fait mon œil. Non, mais on sait très bien qu'une grande partie des problématiques de sécurité sont aussi des problématiques humaines. Hein, les failles de sécurité, c'est j'ai laissé traîner mon ordinateur ouvert avec le mot de passe. Enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Dans ma propre structure, je râle régulièrement parce que les collaboratrices et collaborateurs partent manger le midi, l'ordinateur est ouvert, je pourrais aller sur leur poste, faire n'importe quoi. Un jour, je vais le faire. Plus sérieusement, derrière ces problématiques de cybersécurité, c'est plus souvent des problématiques qui relèvent de la logique, à la fois de l'usage et donc des ressources humaines pour sensibiliser et former à. Et puis, c'est des problématiques ultra techniques, il faut bien être honnête, sur lesquelles tout un ensemble de personnes qui s'occupent du digital learning, etc., sont, on peut le regretter, assez éloignées de la chose parce que ça devient très, très, très technique. Pour vous prendre simplement un exemple qui me concerne, il y a 2 jours, un de mes collaborateurs me dit « François, on a un problème de sécurité sur tel, etc. » Je dis « Ah bon ? Tu peux m'expliquer, je ne comprends pas. » Pourtant, je suis plutôt à l'aise dans ce genre de choses. Mais là, c'était beaucoup trop technique pour que je puisse agir. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Les hackers, de toute façon, ils sont de plus en plus pointus. Et c'est une course à l'échalote avec eux. Hein. Messieurs, madame, les 18h arrivent. Allez, on vous laisse 1 minute de conclusion à chacun. Non ? Non, mais moi, je ne vais pas conclure, Saliane. Écoute, moi, je ne suis personne, je ne suis rien. C'est à vous de conclure. Allez, 30 secondes. Voilà, chacun dit des choses fortes. Hier, j'ai dit à l'ouverture, qui était là hier quand j'ai commencé à 9h hier? Non. Sex, drugs and rock and roll. You remember? Tu te souviens? Ouais. J'ai parlé de sex, drugs and rock and roll parce que si je vais garder MIT et le fait qu'il y a 15 ans, ils ont mis le Computer Sciences degree online, gratuit pour le monde entier. Très philanthropique, je trouve, très gentil. Mais le taux de complétion, c'était 5-10%. Partiellement parce qu'il faut être un génie pour faire la Computer Sciences de MIT. Et peut-être 50% des étudiants qui sont inscrits n'étaient pas aptes à ce parcours. Mais à part ça, j'ai découvert que c'est plus important d'aller à MIT qu'avoir un diplôme de MIT. C'est quoi la différence? Sex, drugs and rock and roll. Right? Et notre rôle, c'est de justement introduire un peu de sex, drugs and rock and roll dans la formation en ligne pour faire concurrence à le campus présentiel. Isn't it? Oui, j'allais dire encore une chose. Nous, dans ce métier, on est très forts. Hein? On peut faire les salles de classe virtuelles à distance. On peut faire des vidéos. On peut faire des vidéos interactives. On pourrait faire des stands en hologramme. Et vous pouvez visiter en visiteur virtuel. Mais non, pourquoi on est là? Sex, drugs and rock and roll. So, à l'année prochaine.